marqué le but. Coup franc sur le côté. Gardien à gauche, fait cramer les filets. Mix, Malo Blue Vibe. Empirez-vous l'honneur. Les avons encore dit que dur. Et on va gagner. Et on va gagner. Pour avoir la victoire. Pour l'Afrique des Nations. Ça donne. Ça donne. Ça donne. Ça donne. Ça va donner. Ça va donner. T'as fait les mains pour la Coupe d'Afrique. T'as fait les mains pour la victoire. T'as fait les mains comme dans le moulé. Et on va gagner. Et on va gagner. Pour avoir la victoire. Pour l'Afrique des Nations. Je te connais pas ce manque de jambes. Je te connais pas ce manque de jambes. Je donne de main. Tu veux le ballon? Tu veux le ballon? Choco, 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 choco. Ça va donner. Minx. Les avons encore dit que c'est généralement lorsque c'est que très souvent le père il faut le battre. Je vais le savoir est une arme dont logiquement balle au pied pour viser le cadre. Pardon. Hey, 90 minutes pour la lecture de l'heure. L'objectif est unanime des deux côtés. Marquer des buts, lui mais du tout des cœurs. C'est l'homme qui a peur. Hein? L'Andambala c'est pas le quartier. Ici tu vas combattre, il n'y a pas que les gars de Bokolo qui savent ta clé. T'as fait les mains pour la Coupe d'Afrique. T'as fait les mains pour la victoire. T'as fait les mains comme dans le moulé. Et on va gagner. Et on va gagner. Pour avoir la victoire. Pour l'Afrique des Nations. Je te connais pas ce manque de jambes. Je te connais pas ce manque de jambes. Je donne de main. Tu veux le ballon? Tu veux le ballon? Ouais, tu veux le ballon? Ça va donner. Il suffit d'une minute, une attention pleine. Le ballon est dedans. C'est comment? C'est comment? Après le marquement, tu dis que tu veux pas le jubilement. Après le gagnement, tu dis que tu veux pas le dansement. Elle de pigeon, chez des jambes taclement. Petit jonglement, glissement à l'axe, c'est dégagement de la balle dans les filets. C'est le tremblement. Ce sont les hurlements de joie dans les maisons et tous les parlements. Ce sont les hurlements de joie dans les maisons et tous les parlements. Orange, sponsor officiel.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous reprenons du service pour vous faire vivre l'effervescence autour bien sûr de cette compétition. Je parle de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'effervescence dans les différents sites vont abriter cette compétition. Et oui, nous sommes exactement à 72 heures du coup d'envoi de la plus prestigieuse compétition de football sur le continent africain. Et à l'instant, je vous parle, l'ambiance est chaude, électrique dans tout le Cameroun. Nous allons d'ailleurs en reparler, tout comme cette vague de contamination, de pandémie de Covid-19 qui sévit progressivement dans certains effectifs. On parle du Burkina Faso par exemple, qui a été où 3 joueurs ont été testés positifs. La sélection tunisienne de Monder Kabayer avec Youssef Moussaïkni. Le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine des troupes, sera également touché par la pandémie à coronavirus. Nous allons d'ailleurs en reparler également. La tanière des Lions indomptables du Cameroun. Les dernières nouvelles en provenance du complexe multisport Mundi de Yaoundé. Vous saurez tout, vous aurez tout dans un court petit instant. Et pour en parler ce soir, je ne suis pas seul. J'accueille sur ce plateau Alain Dély. Bonsoir Alain. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à tous les internautes. Je suis très heureux d'être encore là ce soir. On va dire quoi à moins de 72 heures du coup d'envoi de cette compétition? L'euphorie en train de monter progressivement dans tout le Cameroun. On sent quand même une ambiance bien assez particulière à quelques heures seulement du coup d'envoi de cette compétition. Écoutez, notre posture de journaliste, nous avons effectivement cette adrénaline qui ne fait que monter. Effectivement, la CAN se jouera chez nous. Et c'est une occasion unique. On n'est pas certain d'en vivre une autre encore dans notre jeune carrière, ou dans notre carrière même dans son entièreté. Donc, ce sera la première pour nous et donc effectivement nous sommes assez motivés, assez excités même, je dirais surexcités même à quelques jours seulement de cet événement qui s'annonce plutôt électrique au Cameroun. Autant nous sommes surexcités, autant certains, je parle des sélectionneurs qui seront engagés dans cette compétition, ont actuellement des maux de tête, en parlant bien sûr du Burkina Faso, premier adversaire du Cameroun dans cette compétition. Et la mauvaise nouvelle, nous venant bien sûr des étalons, c'est ces 3 cas de positifs de Covid-19 qui ont été détectés, parmi lesquels Issoufa Dao, Draman Nikieme et bien sûr Kylian Nikieme. Je pense que notre ami Kouma Malo actuellement est en train de réfléchir à la façon dont il devrait entamer cette compétition avec bien sûr ces 3 cas de Covid-19 détectés. Oui, c'est vrai qu'il y a 3 cas de Covid, mais après il faut rester un peu mesuré, je pense, avec cette question de Covid-19, avec ces affaires du genre. Aujourd'hui, un joueur peut être testé positif et 24-48 heures plus tard, on vous dit qu'il est plutôt négatif. Donc il faut rester un peu mesuré. Mais si ces cas de Covid se confirment, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour la sélection burkinabé qui, quand même, d'entrée de compétition, d'entrée de jeu, aura en face d'elle les Lions indomptables qui sont quand même pays organisateurs et pays hauts de cette compétition-là, qui joueront devant 48 000 supporters acquis presque entièrement à leur cause. Donc, si en plus d'être à l'extérieur, il faut le dire comme ça pour les Burkinabés, ils ont encore des joueurs qui sont testés positifs et donc qui seront absents lors de ce match d'ouverture. C'est pas forcément la meilleure des nouvelles qui puisse leur arriver. Mais après, parfois dans la difficulté, les effectifs savent souvent se bonifier, se surmotiver, aller chercher au fond de leur trip pour pouvoir donner plus que ce qu'on pourrait attendre des joueurs parfois. Donc, c'est une mauvaise nouvelle, mais je préfère qu'on reste prudent et qu'on attende encore les 48 prochaines heures pour avoir définitivement une idée fixe sur cette situation-là. Il faudrait rester prudent, d'autant plus que cette formation du Burkina Faso a passé un stage plutôt concluant avec bien sûr un match nul face à la Mauritanie, 0 but partout et une victoire écrasante face bien sûr aux Panthères du Gabon, 3 buts à 0, malgré quand même le contexte sanitaire qu'ici, on va dire que la côté préparation, ça a plutôt été réussi pour la bande à Kamomalo. De toute façon, c'est mieux que le Cameroun. Ils ont réussi à faire mieux que le Cameroun parce que nous, il faut dire que nous, on n'a pas eu de match amicaux jusqu'ici. On n'en aura d'ailleurs pas avant la compétition. Je crois que c'est une première de mémoire de journaliste. Je me souviens pas d'une compétition ou alors d'une CAN où les Lions soient allés sans avoir de match préparatoire à cette compétition. Donc c'est une première. Et donc pour les Burkinabés, c'est une bonne chose de disputer ces matchs-là. Ils sont d'ailleurs montés en puissance parce qu'ils ont commencé par un match nul, 0 but partout. Ensuite, ils sont montés un peu en puissance en obtenant cette victoire-là face au Gabon, 3 buts à 0. Très belle victoire, ça veut dire que défensivement, c'est assez solide. Offensivement, c'est assez prolifique.
c'est voilà tout le petit mélange qu'il faut souvent pour les équipes pour se sentir bien en grande compétition. Donc, ils ont une bonne défense qui a su garder les cages inviolées sur cette deux rencontres, une attaque qui a su quand même claquer 3 buts. Je pense que ça peut être une situation qui annonce un peu les couleurs de ce à quoi pourrait s'attendre les Lions pour le match ouverture dimanche prochain. On va dire quoi? C'est le Burkina Faso qui a été plus fort ou alors c'est le Gabon qui a été faible sur cette rencontre? Généralement, je crois qu'il y a souvent un peu des deux dans une rencontre de football. Quand on gagne, ça veut dire qu'on est quand même au niveau du rapport de force meilleur que l'adversaire. Ça, c'est de manière automatique. On peut le dire comme ça. Maintenant, quand on prend quand même 1, 2 et 3, ça fait 3-0, ça montre quand même quelque part qu'il y a de la matière dans l'équipe. C'est quand même le Gabon qui a quand même des joueurs en défense comme Ikule Manga qui ne sont pas quand même voilà, des tout nouveaux venus. C'est un garçon qui a quand même joué plusieurs candidats à son actif. Donc, réussir à inscrire 3 buts face à une équipe du Gabon qui est quand même dans un pays comme le Cameroun, parce qu'il faut dire que le Cameroun, c'est l'Afrique centrale. Donc, ils sont un peu chez eux d'une certaine façon. Leur en mettre 3 comme ça, c'est la preuve que quand même en face, il y avait un sacré client. Effectivement, Alain, évoquons d'ailleurs cette vague de contamination. On parlait du Burkina Faso. Il faut dire que notre adversaire du Cameroun est également touché. Il s'agit du Cap-Vert avec l'entraîneur principal, Petro Leitao Preto, qui est également positif aujourd'hui au coronavirus. On était sous le prisme des joueurs, mais là, quand un sélectionneur est touché, ça donne quoi exactement? Oui, mais il n'est pas le premier. Je me souviens que lors de la dernière rencontre de Liverpool en première ligue lors du Boxing Day, Jürgen Klopp était aussi testé positif, donc il n'était pas sur le banc de tous les Reds. Mais ça n'a pas empêché que Liverpool en colle quoi, c'était 2-0 à l'équipe de Chelsea. Donc c'est vrai que c'est toujours mieux, c'est toujours idéal d'avoir son entraîneur, son sélectionneur numéro 1 sur le banc de touche, parce que il y a un certain nombre d'automatismes dans la communication qui se développe souvent entre les joueurs et leurs sélectionneurs qui, lorsqu'il n'est pas là, se casse un peu, parce que parfois il faut utiliser le téléphone, que l'adjoint prenne un téléphone pour qu'on lui dise que bon, voilà, maintenant il faut changer tel, mettre tel. Et parfois au niveau de la capacité à sentir certains coups dans le match, il n'est pas toujours aisé de gérer ces coups-là quand on est peut-être à la maison, parce que quand il est contaminé, ça suppose qu'il n'est même pas dans les gradins et qu'il est carrément à la maison. Donc c'est un peu difficile, ça rend la situation un peu compliquée, mais après, le football, il faut le dire, c'est une discipline dans laquelle les joueurs généralement ont un temps de préparation, un temps d'adaptation avec leur entraîneur, un temps d'adaptation, à un système de jeu. Et le jour du match, il faut se mettre sur pied ce plan qui a été travaillé pendant longtemps à l'entraînement. Donc oui, on peut dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais après, il reste que les principaux acteurs du jeu sont les joueurs, et s'ils sont en santé, c'est mieux pour l'équipe. Mieux pour l'équipe. Une autre, d'ailleurs, qui est également touchée dans cette compétition, c'est la formation tunisienne de notre ami Monder Kabaer, le sélectionneur local qui conduit donc les Aigles, ou alors les Aigles de Carthage, c'est bien ça, oui, dans cette compétition. Il faut dire que 2 éléments sont également touchés. On parle de Youssef Msagni et de Seifeddine Yaiziri. On parle là de Seifeddine Yaiziri qui a été, mon cher Alain, le meilleur buteur de la récente Coupe arabe qui s'est disputée du côté du Qatar et qui a vu d'ailleurs le sacre de l'Algérie. Se priver d'un joueur comme celui-là, ça peut donner quoi dans l'effectif des Aigles de Carthage à quelques jours seulement de leur entrée en Oui, mais après, je crois qu'ils ont assez de matière encore. C'est vrai que Nsakni aussi, c'est aussi un joueur important. Un très bon milieu de terrain. Voilà, milieu de terrain, mais après, la Tunisie a quand même des joueurs assez importants. Je pense à Yassine Brahimi, qui est souvent là, qui est un très bon joueur aussi, qui peut apporter un peu Wabi Kassri, surtout de Saint-Etienne, qui est aussi là. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent bien tenir la baraque. Maintenant, une équipe, généralement, c'est 11 joueurs plus des remplaçants. On est à une édition de CAN où les sélections partent avec 28 joueurs. Et cela suppose que quand un n'est pas là, l'autre peut bien gérer. C'est vrai que généralement, l'entraîneur ou alors les sélectionneurs ont leur choix numéro 1. Bon, ben après, on se dit toujours que c'est l'Algérie, c'est quand même un pays qui a une forte tradition de football et que lorsqu'un joueur n'est pas là, évidemment, il ne sera pas forcément très difficile de le remplacer. On va dire que ces joueurs donc, qui ont été déclarés positifs au Covid-19 ont immédiatement été placés à l'isolement pour éviter toute éventuelle contamination avec le reste de l'effectif. Il s'agit là de la sélection tunisienne. Parlons des Panthères du Gabon, d'où le capitaine, mon cher Alain, est également touché, Pierre-Emerick Aubameyang, positif au Covid-19. Le Gabon qui a rallié le Cameroun. On va dire quoi, le capitaine des troupes est touché, le reste de la bande, on va tout donner pour se surpasser et montrer que voilà,
malgré le fait qu'on soit amputé de l'un des quatre. Oui, là, en revanche, je crois que c'est une nouvelle qui est beaucoup plus pesante oui, comparativement aux autres équipes. Pourquoi? Parce que c'est quand même le capitaine de l'équipe, c'est quand même le tête de gondole, la star. Quand on dit Gabon en matière de football, directement, c'est vrai, on aurait pu penser autrefois à Daniel Cousin, mais aujourd'hui, depuis peut-être 5-10 ans, c'est Aubameyang, c'est voilà, le joueur qui veut évoluer dans le plus grand club, Arsenal. Voilà, le perdre comme ça, c'est forcément une nouvelle assez difficile à digérer. Mais après, il faut toujours rester prudent avec les questions du coronavirus parce qu'effectivement, on est encore à 72 heures. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Il pourrait peut-être demain être testé et déclaré négatif. Ça aussi, ça peut arriver. Donc voilà, on fait des analyses aujourd'hui sur la base du fait qu'en réalité, peut-être il pourrait être là ou ne pas être là. Maintenant, s'il n'est pas là, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. C'est difficile parce que c'est l'attaquant numéro 1, c'est l'atout majeur de l'équipe. Maintenant, s'il arrive à la situation peut changer entre demain et après-demain, forcément, ça mettra un beau moqueur aux sélectionneurs, à l'ensemble des équipes qui se sentiront évidemment mieux d'avoir le meilleur élément avec eux. Oui, la sélection de Patrice Neveu, il faut le dire avant, bien sûr, qu'il ne contacte le virus, coronavirus, pardon. Il faut dire que cette formation a été au cœur d'un scandale du côté, bien sûr, des Émirats arabes unis, avec cette scabreuse affaire autour des primes. Le Gabon qui devait atterrir ici au Cameroun, il y a de cela 24 heures, ils ont d'abord refusé de prendre l'avion, mais finalement, nous sommes heureux de savoir que la fédération a dû bouger tous les leviers possibles pour permettre à cette équipe d'être au Cameroun, et je pense qu'elle y est déjà, et ça c'est une bonne nouvelle avant bien sûr son entrée en liste dans cette compétition. Le Gabon officiera dans la poule C, une poule qualifiée ou alors dite de poule de la mort jusqu'ici. Évoluons dans notre échange, mon cher Alain, pour parler maintenant de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, prendre les nouvelles de notre sélection nationale, une sélection nationale qui se prépare du côté du complexe multisport Mundi de Yaoundé. On va dire lundi dernier, le sélectionneur national Antonio Conte Sao a donc donné à la Confédération africaine de football la liste définitive des joueurs qui vont officier ou alors des joueurs qui prendront part à cette compétition. Et dans cette liste, on a retrouvé un fait marquant, c'est la présence de Junior Onana, un temps annoncé blessé avec son club les Girondins de Bordeaux. Finalement, il était revenu ici au Cameroun pour faire constater sa blessure, mais le staff technique a décidé que voilà, il pourrait être disponible pour la suite de la compétition au Cameroun. Alors mon cher Alain, c'est une décision logique ou alors on court le risque d'avoir dans cette Coupe d'Afrique des Nations un joueur diminué physiquement, notamment par le fait de toute façon, si on est sérieux, on doit accorder un peu de crédibilité quand même au staff médical. Les Lions indomptables, c'est une grande équipe, c'est une équipe qui a un statut assez important dans le monde du football et qui est donc dotée d'un staff médical assez compétent. Le joueur, c'est vrai qu'il est arrivé pour faire constater sa situation au staff médical. Le staff a dû l'examiner, ou alors le réexaminer après tout ce qu'il a passé comme examen d'abord du côté de Bordeaux. Si on a décidé de le retenir, ce n'est pas du fait de sa simple volonté à lui-même, de sa simple motivation, non. C'est effectivement parce que côté médical, il y a des hommes qui ont estimé qu'il avait des garanties de pouvoir être à un rythme, à un niveau qui lui permettrait de pouvoir être présent dans cette compétition-là. Donc, après, c'est toujours complexe d'avoir un joueur qui sort quand même comme ça de blessure parce qu'on ne sait pas, les risques de rechute ne sont pas toujours très loin. Bon, ben, s'ils ont décidé de l'amener, c'est la preuve que certainement, tout est pas forcément parfait, mais on n'est pas. Ça veut dire que le joueur répond bien. Voilà, il répond bien parce qu'il a repris les entraînements de façon et aussi, il faut dire individuelle. qu'un joueur qui va dans une compétition comme la CAN n'est pas forcément obligé d'être à 100% dès le début de la compétition. Les joueurs qui sont souvent allés en compétition internationale pour être aptes à partir de des huitièmes de finale, des quarts de finale, même beaucoup d'autres. On se souvient qu'en 2002, Zidane qui va au mondial Corée-Japon ne joue pas les premières rencontres avec la France par exemple. Il entre en compétition à partir de la troisième rencontre de phase de poule. La France est d'ailleurs éliminée dès la phase de poule de cette compétition-là. Donc, c'est un choix du staff d'abord technique qui dit ok, on compte sur ces mecs. Maintenant le staff médical qui confirme aussi que voilà, ce mec sur qui vous comptez, il est apte à être là. Et voilà, la motivation du joueur aussi vient accompagner tout ça pour dire que voilà, je serai là
pour aider l'équipe. Un autre joueur qui sera certainement également motivé durant cette compétition, c'est notre ami André Onana qui vient de paraffer un contrat de 5 ans avec l'Inter de Milan. Et il a d'ailleurs signé son pré-contrat avec le champion d'Italie en titre. C'était au courant de la semaine. Il a fait, on va dire, un vol express aller-retour parce qu'il est revenu, il a rejoint la tanière des Lions indomptables du Cameroun. On va dire quoi? Un nouveau challenge pour André Onana. C'est pour vous une bonne destination pour le gardien numéro 1 de l'équipe nationale du Cameroun? De toute façon, c'est une progression. C'est quand même une progression. C'est vrai que quand tu quittes la Hollande, tu quittes les Pays-Bas pour aller en Italie, dans la classification des nations du football en Europe et même dans le monde entier, l'Italie c'est quand même quelques crans au-dessus des Pays-Bas. Les Pays-Bas, il y a quoi, l'Ajax, le PSV Eindhoven, les autres, voilà, ils viennent trop loin derrière. Donc quand tu viens quand même dans une équipe comme l'Inter de Milan, c'est la preuve que quelque part tu as franchi un palier. Ça aurait pu arriver il y a 2 ans, parce qu'il avait des envies de partir. Ça aurait pu arriver l'année dernière, parce que là aussi il avait manifesté des envies de partir, mais c'est arrivé actuellement. C'est certainement parce que c'est son moment. Et son moment est arrivé, il a fini dans un club comme l'Inter qui est quand même le tenant du titre et leader actuellement leader de Syrie. Donc c'est une décision assez, bon, pas décision, c'est un choix assez logique eu égard de ses prestations depuis 3, 4, 5 années avec Ajax Amsterdam. C'est la preuve que le garçon quand même a progressé au niveau de ses performances et que ces performances n'ont pas laissé les recruteurs européens indifférents qui ont choisi donc de l'envoyer du côté de l'Inter de Milan, un club où il y a quand même un gardien qui est assez important aujourd'hui, le Serbe Handanovic, qui est là. Voilà, du coup, on se demande, mais est-ce qu'il aura le temps de jeu, en sachant qu'à côté, il y a Handanovic qui est capitaine en plus. Il est sortant, il a, je crois, 38 ans déjà. C'est un gardien qui... mais il est capitaine quand même de l'Inter. Oui, et qui, je crois, doit être en fin de contrat avec le club. C'est vrai qu'il peut être peut-être renouvelé pour peut-être encadrer Onana, mais je crois qu'on en a déjà aujourd'hui l'étoffe pour être gardien numéro 1 dans une grande équipe. On l'a annoncé à Barcelone, on l'a annoncé dans beaucoup d'autres grands clubs, mais il a choisi l'Inter. C'est un choix que moi je trouve assez cohérent, logique, parce que là-bas au moins il aura des garanties quand même à terme, à partir de la saison prochaine, d'être aligné comme numéro 1 dans une équipe de l'Inter qui jouera et le championnat et certainement sauf cataclysme la Ligue des Champions et qui aura son mot à dire dans cette compétition-là. Et certainement également la Coupe d'Italie, actuellement l'Inter leader donc de Serie A. On va souhaiter bonne chance à André Onana qui ne rejoindra l'Inter qu'à partir du mois de juillet 2022. Prenons les nouvelles maintenant qui nous viennent du complexe multisport Mundi de Yaoundé avec cette sortie de Jacques Songo, l'entraîneur adjoint en charge des gardiens de but, qui s'est exprimé et qui a dit il ne faut pas se mettre la pression, il faut prendre match après match, question bien sûr de réussir d'autres compétitions. On va l'écouter. La préparation a commencé le 27, on est en stage, on est en train de faire une bonne préparation, les joueurs sont respectifs, je crois qu'on est en train de bien travailler, je crois qu'on a un bon groupe. Un groupe homogène, avec quelques joueurs d'expérience, c'est un groupe qui a envie d'apprendre et puis la vie en famille est superbe, je crois que c'est une bonne ambiance, c'est très important pour une équipe. Moi je crois qu'on a un bon groupe, nous jouons on joue à domicile, je crois que ce n'est pas un problème pour nous, je crois qu'il faut aller match après match et puis les gars sont conscients de l'enjeu, je crois qu'il ne faut pas qu'ils aient la pression, il faut qu'ils pensent match après match. Alors c'était Jacques Songo, l'entraîneur adjoint en charge des gardiens de but. On va dire quoi? C'est toujours utile de ne pas se mettre la pression, surtout lorsqu'on est à domicile, mais de prendre match après match. C'est vrai que les objectifs du Cameroun dans cette compétition, Alain, sont d'aller chercher ce trophée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des étapes à franchir, et ça c'est un discours logique pour Jacques Songo. Oui, c'est un discours logique pour tous les joueurs. Tous les joueurs de football qui diront toujours on prend les matchs les uns après les autres, on respecte l'adversaire, voilà, on reste fair play et tout. C'est un discours dont on a déjà l'habitude dans le monde du football. Mais il est vrai que venant de Jacques Songo, quand même, ça a tout un sens. Pourquoi? Parce que c'est un gardien qui a quand même roulé sa bosse dans le monde du football, qui a fait plusieurs cannes, qui a été joué avec les Lions, qui a fait des piges du côté de l'Espagne. Donc on a qui a quand même l'expérience. Le vécu. Voilà, sans le vécu. Il sait combien il est important de ne pas penser à la finale contre l'Algérie avant d'avoir battu le Burkina Faso le premier match. C'est très important parce que après, quand dans la tête vous êtes déjà sur le match qui vient, alors que vous n'êtes même pas encore sûr de le jouer, ça peut plomber un peu la préparation, l'état d'esprit et avoir un impact sur la prestation sur le terrain. Donc c'est un discours assez logique, assez cohérent de quelqu'un qui a l'expérience du haut niveau et qui essaye, comme il le peut, de transmettre cette expérience à ses jeunes frères
c'est de mon augure pour les Lions. Et parlant de ces jeunes frères, il y en a un, lui c'est Jean-Charles Castelletto qui s'est également exprimé, le défenseur central du FC Nantes, qui rejoint la tanière après avoir manqué le regroupement de novembre 2021. On va également l'écouter. Et Jean-Charles Castelletto sous les autres, d'Antoine Comboiré du côté du FC Nantes en France. On va dire quoi, là, il n'était pas là en novembre 2021 et on sent de plus en plus qu'il a perdu une place de titulaire aujourd'hui. Là, il revient. Ça sera quand même compliqué de le voir titularisé, du moins dans cette compétition avec l'équipe nationale du Cameroun, dans cette défense. Oui, enfin, après, il est toujours difficile de faire cette analyse aujourd'hui parce que les Lions n'ont pas de match de préparation. Oui. Du coup, on sait pas. Mais sur les dernières rencontres que nous avons eues, il n'a pas toujours été. Oui, c'est vrai que quand Tissao était plus partant à un moment, avec une charnière d'abord, avec Ngande et Moukoudi. Oui. Ensuite, il y a eu Ngande et comment on appelle Jérôme Mongeni. Oui. À un moment même, il y a eu une charnière défensive à 3. À certains moments, ça a donné ce que ça a donné souvent. Donc, il y a eu cette forme de balbutiement tactique de la part de Contissao. Mais après, on a quand même vu que lors du match contre la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui s'est dégagé. C'est-à-dire, il y a eu ce système de jeu d'abord en 4-3-3 qui est apparu, qui a semblé être le système préférentiel d'Antonio Contissao. D'ailleurs, il a dit en conférence de presse que voilà, c'est mon système préférentiel. Et si on part du principe que c'est ce système-là qui sera utilisé dans la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il sera difficile, ça c'est un avis personnel, hein, après chacun aura son avis là-dessus, qu'il sera difficile de voir une charnière centrale avec Jean-Charles Castelletto, parce que je serais plus partant pour l'alignement de la même charnière centrale que face à la Côte d'Ivoire avec Ngande et Moukoudi et Ngande Ongene, qui sont plus complémentaires à mon goût que des charnières centrales avec d'autres joueurs, parce que tu as Ngande qui a quand même, qui est un mec qui va bien dans le duel, physiquement il est assez prêt, qui a aussi une bonne lecture du jeu, qui anticipe bien, mais qui malheureusement a le désavantage d'être un peu lourd. Mais à côté, donc, tu compenses cette lourdeur par la vivacité de Jérôme Mongene, qui lui est plus athlétique, qui est plus vivace, comme tu dis, et qui peut te rattraper certaines situations où la défense est prise de vitesse. Donc, je crois que c'est un savant mélange entre la bonne lecture et du sens de l'anticipation de Ngande, et à côté la puissance athlétique que peut avoir un garçon comme Jérôme Mongene du Red Bull Salzbourg. Voilà, si on a une charnière comme ça, je pense que c'est pour moi la meilleure. Et en revanche, les charnières avec Moukoudi et Castelletto, dont on parle, bon, c'est vrai, Castelletto a toujours été bon lorsqu'on lui a fait confiance. D'ailleurs, c'est l'un des rares joueurs qui peut jouer à la fois en défense centrale et en milieu de terrain. Il a d'ailleurs fait avec les Lions une fois déjà. Face au Mozambique, c'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Ça montre qu'en plus d'être bon défenseur central, il est aussi polyvalent. Donc, cette polyvalence là, c'est un atout pour lui aujourd'hui. C'est un atout parce qu'à un certain moment, on ne sait jamais, il peut se passer des choses au milieu de terrain qui pourraient peut-être, pourquoi pas, dépanner à ce poste-là en récupération. Donc, c'est bien de l'avoir, mais si vous voulez mon avis personnellement, vraiment avis tranché, je pense que la charnière centrale des Lions sera constituée pour ma part de Michael Ngande d'un côté et de l'autre côté de l'axe central, évidemment, Jérôme Mongeni. Ah oui, avant bien sûr la défense centrale, il y a un autre poste qui suscite une interrogation majeure. Bon, je ne sais pas si on doit parler d'interrogation parce que dès sa prise de fonction, le technicien portugais Antonio Conceição avait clairement établi une hiérarchie. Il avait dit mon numéro 1 c'est André Onana, je cherche le numéro 2, le numéro 3 et aujourd'hui tout semble croire ou alors tout semble laisser croire que le numéro 2 c'est Davis et Passy. On va écouter le gardien de Ophir Crète du côté bien sûr de la Grèce.
On a un groupe fort, on a un groupe avec de la qualité. Après on doit régler quelques détails, mais je pense qu'on sera prêt pour le premier match. Il était intense au début, c'est normal, mais là on se sent bien et je trouve qu'on monte en puissance durant les entraînements. C'est une fierté, c'était un objectif que j'avais depuis et ouais, c'est une fierté, j'ai hâte de débuter le jeu devant tout le public camerounais et de voir cette ambiance qu'on a pu voir contre la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qu'on va retrouver. On va changer, on a la même détermination, les mêmes ambitions. Après, je pense qu'on a créé quelque chose après le match de la Côte d'Ivoire. Et je trouve qu'on a retrouvé ça quand je suis revenu en sélection. On va dire qu'Alain Davis n'est pas si il a tiré le chrono en l'absence d'André Onana dans cet effectif. Il a eu sa chance, il a saisi au bon moment et aujourd'hui il est gardien numéro 2. C'est une belle récompense pour celui qui dispute au Cameroun sa première compétition majeure avec sa patrie. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que c'est une belle récompense pour Davis Epassi, mais là je regarde la caméra, je parle, je me dis, Epassi, chapeau monsieur. Oui, j'ai envie de dire Epassi, chapeau monsieur, pourquoi? Parce que voilà un gardien qui, en l'absence d'André Onana, se retrouve numéro 1, fait des prestations XXL, tient la baraque, tout le monde voit comment il est, voilà, simplement étincelant. Et après un jour comme ça, lors des deux dernières rencontres de phase éliminatoire, des éliminatoires de la Coupe du Monde, on en a revient et bam, on en revient en plus de suspension, de beaucoup de mois de suspension. Et directement on vous dit, Epassi, banc de touche, Onana, titulaire. Alors, personnellement, j'avoue que c'est une situation que j'ai appréciée de très mauvaise manière parce que je me disais que c'est un peu d'ingratitude de la part du sélectionneur. Mais après, il faut dire qu'il est sélectionneur parce qu'il doit faire des choix. Il a fait un choix, il a choisi de mettre numéro 1 André Onana. Et Epassi, voilà, je disais ça tout à l'heure en démarrant mon propos parce que quand tu rends des services comme ça et que dans l'état d'esprit, après quand tu es relégué au banc de touche comme deuxième gardien et que tu restes encore avec un état d'esprit assez positif, et que tu restes gentil et que tu restes le mec qui peut de temps en temps venir réchauffer celui qu'on a mis comme numéro 1 à ta place désormais. Je crois que des mecs comme ça dans l'équipe nationale, on en a vraiment besoin. Des mecs qui savent que bon voilà, c'est vrai, je suis Epassi, j'ai fait des matchs que j'ai fait, mais Onana c'est quand même une demi-finale de Ligue des Champions. C'est voilà, déjà une canne à ton actif, moi je n'étais pas encore là. Et voilà, il a sa place, il est numéro 1, je l'accepte et j'essaie de travailler tous les jours pour voilà, être là, acquérir en expérience. Donc je crois que c'est un état d'esprit qu'il faut vraiment encourager, qu'il faut féliciter. Et vraiment, moi je dis, Epassi, chapeau encore mon grand, parce qu'il a été simplement exemplaire et modèle. C'est ce genre de personne dont on a envie en équipe nationale, des personnes qui sont prêtes à mettre leur ego de côté et à ne penser qu'à l'équipe. On va dire chapeau l'artiste donc Davis Epassi, le sociétaire d'Ofikret, c'est du côté bien sûr de la Grèce. Parlons d'un autre joueur, lui il est nouveau, c'était pas prévu dans le conducteur, mais je voudrais qu'on en parle ce soir Alain. Il s'agit bien sûr d'Enzo Ebossé, le jeune défenseur du SCO d'Angers de 22 ans, qui vit quant à lui certainement un rêve éveillé, lui qui a été convoqué pour la toute première fois avec la sélection nationale du Cameroun et qui dispute au Cameroun également sa toute première compétition majeure. Enzo Ebossé qui aujourd'hui évolue à un poste un peu, on va dire, délicat dans notre sélection où on a quand même des mentors comme Ambroise Oyongo Bitolo ou encore nous, Tolo, qui a fait ses preuves en l'absence justement d'Ambroise Oyongo Bitolo. Alors à quoi peut exactement prétendre Enzo Ebossé à ce poste de latéral gauche? D'abord, je pense qu'il faut d'abord rectifier quelque chose. Quand on parle de rêve éveillé pour Ebossé, moi je ne dirais pas que c'est un rêve éveillé parce que le mec a attendu de ne pas avoir reçu les sirènes des Bleus de la France. Pour, voilà, même s'il a évolué avec les U16, U17. Oui, les U16, U17, effectivement, quand tu évolues avec les U16, U17, U18, c'est que tu attends qu'un jour des gens prennent ton téléphone, t'appellent pour te dire que mon garçon, on te veut en bleu, parce que voilà, il faut que tu viennes montrer que tu es capable et tout. Mais quand ça n'arrive pas et que tu as 22 ans et que les Lions ont une canne dans moins de 2 mois et qu'on t'appelle, évidemment que c'est pourtant un challenge important d'y être déjà et de dire que voilà, il y a de la place pour pouvoir grappiller du temps de jeu. Maintenant, on est quand même dans un poste là qui actuellement a 3 joueurs qui arrivent comme ça. Il y a Ambroise Oyongo Bitolo qui revient quand même de 9 mois de blessure, effectivement, qui n'a joué que quelques minutes seulement avec Saint-Etienne. Avec Montpellier, pardon, en ce début de saison, c'était lors d'un seul match, il est entré en cours de jeu. Tu as Tolo qui a rendu de très bons services sur les dernières rencontres des Lions indomptables
et qui malheureusement a eu un petit coup au niveau de l'une de ses épaules avec une petite luxation. Voilà, je pense que la sélection de Enzo Ebosse répond à l'incertitude qu'avait le sélectionneur au niveau de ce poste de latéral là, parce que si tu prends le risque d'amener Oyongo et que pendant la compétition tu as qui a une épaule qui lâche encore, et que Oyongo pas forcément à 100% de sa forme, lui aussi peut-être un petit bobo encore, évidemment qu'il va te falloir quelqu'un pour jouer à ce poste là, et donc je crois que Enzo Ebosse obéit un peu d'abord, ou alors sa convocation et obéit un peu à cette logique là, d'abord la logique de sécurité et pour le sélectionneur qui ne voulait pas prendre trop de risques. Maintenant, il y a aussi la logique sportive quelque part, parce que s'il est là, c'est parce qu'il a quand même du talent, il faut se le dire. Après, on ne te prendra pas parce qu'on est très peu non, c'est parce qu'il y a quand même du talent et on estime que tu peux apporter quelque chose et que tu peux même, au niveau des attitudes, booster les autres qui pourraient peut-être se penser sur des sièges, pas éjectables, mais des sièges hyper confortables où ils ne sont pas bougés par qui que ce soit. Donc ça relance un peu la concurrence déjà à ce poste-là. Une concurrence saine. Saine, effectivement. Enfin, on la veut saine. Après, on ne sait pas comment elle est là-bas, mais moi je la veux saine de toute façon. Et on se dit que voilà, le garçon, il est jeune, il a été bien formé du côté de la France. Et pourquoi parlant des séances d'entraînement, il pourrait crever à l'œil du sélectionneur qui lui dit mon garçon, tu es le numéro 1 à ce poste pendant cette CAN. Donc, tout peut arriver avec Enzo Ebosse, qui est quand même un joueur qui a joué 11 matchs cette saison avec le FC le SCO d'Angers. Voilà, 11 matchs, c'est pas rien pour un début de saison. Donc, il a sa carte à jouer, parce que je pense qu'à ce poste-là, il n'y a pas encore de titulaire indiscutable. Et Enzo, si tu écoutes ces foot à l'instant, tu as ta carte à jouer dans cette compétition. Et dès que tu auras la petite opportunité, il faudra impérativement la saisir. On va parler de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui a rendu visite ce jour aux Lions indomptables du Cameroun, du côté bien sûr du complexe multisport Mundi de Yaoundé. Peut-être revenir sur cet élément que nous propose bien sûr la réalisation, certainement, peut-être pas d'éléments, mais il faut quand même dire qu'il s'agit juste, Alain, d'une visite aujourd'hui logique pour le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, qui il y a quelques jours seulement avait offert un bus à ses jeunes frères, et aujourd'hui est en train de vouloir prendre la température progressivement, mais surtout galvaniser les joueurs à quelques jours seulement du coup d'envoi de cette compétition. Oui, je pense qu'il est en posture dans une double posture. D'abord en tant que président de la Fédération camerounaise de football, donc l'autorité suprême même du football au Cameroun, mais aussi en tant qu'ancienne gloire. Et je pense même que c'est le vêtement qui lui va le mieux quand il va rencontrer ces lions-là, parce que ces moments-là, il les connaît très bien. Ces moments de préparation de grandes compétitions, il les maîtrise très bien. Il a fait plusieurs CAN. Il est l'actuel meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun. C'est Et de la Coupe d'Afrique des Nations aussi, voilà, avec 18 buts effectivement. Donc c'est un joueur assez, pas un joueur. Samuel, on parle au mec avec les shots, il a fait des merveilles. Il est un joueur aujourd'hui donc qu'il est manager. C'est une visite qui, je pense, a tout son vaut, tout son pesant d'or. Il est président, donc il doit être là pour dire aux gens, aux joueurs, le message de l'ensemble du mouvement footballistique camerounais. Et leur dire voilà, on est avec vous, on vous suit de tout près, faites-nous rêver au moment de la compétition, vous n'êtes pas seuls, nous serons tous derrière vous. Après, il est aussi là comme le grand frère, le garçon qui a joué, le garçon qui maîtrise de haut niveau, qui sait que à ce moment-là, on a besoin que toute la famille soit regroupée, soit rassemblée pour pouvoir, n'est-ce pas, être unie et donner le meilleur d'elle-même pendant la compétition. Donc, je crois que c'est une visite qui ne sera pas la dernière, parce que certainement, il ira encore les voir peut-être le jour du match ou même la veille du match d'ouverture, et peut-être, pourquoi pas, dans les vestiaires un jour. Si les Lions sont à discuter, peut-être, ne sait-on jamais. Ouais, effectivement, Samuel Eto'o, donc en leader, en président de la Fédération camerounaise de football, en tant qu'ancien joueur, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun, meilleur buteur de l'histoire des éditions de Coupe d'Afrique des Nations avec 18 réalisations. On va dire quoi, un record qui jusqu'à présent n'a toujours pas été battu. Prenons notre rubrique consacrée au baromètre pour évoquer bien sûr la jauge maximale autour bien sûr de cette compétition qui a été clairement définie par la Confédération africaine de football. Et ce qui la ressort, c'est que pour les matchs du Cameroun, les stades seront remplis à 80% de leur capacité globale. Au cas où, bien sûr, c'est le Cameroun qui joue. Et maintenant, lorsque le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun, c'est-à-dire c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou autre, ou toute autre équipe, la jauge sera à 60%. Est-ce qu'il fallait automatiquement s'y attendre au regard, Alain, du contexte sanitaire qui prévoit actuellement? Bon, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Si vous voulez vraiment ma réponse en avis tranché, je vous dirais non.
Non, parce que je ne comprends pas comment on peut dire aux gens d'abord se vacciner, ensuite se faire tester avant les matchs, et venir encore avec une jauge réduite. Ça veut dire qu'il y a quelque part de l'incongruité. C'est-à-dire si on est tous vaccinés et qu'on ne court aucun risque, autant mieux. Tout le monde n'aura pas accès au stade, au cas où. Donc il vaut mieux que si on est vacciné, si on va se faire tester et qu'on est tous déclarés négatifs, qu'on soit tous au stade parce que personne ne risque rien. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui suivent l'actualité, le vaccin n'assure pas toujours la guérison ou ne vous met pas toujours à l'abri d'une éventuelle contamination? Oui, mais c'est quoi la différence entre 80% et 100%? Si je suis contaminé, il y a 20%. Oui, il y a 20%, mais si je suis contaminé et que vous êtes à côté de moi et que vous n'êtes pas en sécurité avec le vaccin que vous avez, évidemment que vous serez contaminé. Donc, en Europe, par exemple, ça se joue, les gens sont vaccinés, c'est 100%. Effectivement. En Angleterre, c'est 100%, les gens sont pleins. Les stades sont bondés de monde. Voilà, donc je comprends pas. Après, peut-être, les gens, ils ont peut-être senti que, voilà, avec la question Covid déjà, et l'impératif de se vacciner avant d'aller au stade, les gens ne seront déjà pas très intéressés par le truc. Et donc, on a encore voulu mettre la jauge pour donner l'impression aux gens que non, c'est parce que c'est la jauge qu'il n'y aura pas forcément les stades très pleins dans tous les matchs. Parce que, si vous voulez mon avis, je vous dirais que les matchs de Lyon, oui, il y aura du monde, mais les autres matchs, il est difficile de dire aux Camerounais d'aller d'abord se vacciner, ensuite se faire tester, ensuite payer parfois 7 000 francs pour aller voir un match, avec tout le respect qu'on leur doit, entre peut-être le Zimbabwe et le Malawi, à Kwekong, à 12 km de la ville de Bafoussam. Donc c'est assez difficile. Donc après, on peut comprendre les démarches de la CAF qui veulent quand même pas qu'on dise que c'est elle, la CAF qui est venue faire flamber le taux de contamination dans un pays comme le Cameroun. Mais personnellement, je pense que je ne comprends pas trop parce que si on est tous vaccinés et qu'on est tous testés, clairement, on devrait pouvoir avoir les stades pleins à 100%. Mais est-ce que cette mesure-là pourrait, n'est-ce pas, défavoriser le Cameroun qui voulait une Coupe d'Afrique des Nations avec des stades bondés de monde? Là, il y a quand même cette marche de 20% pour ce qui est des matchs du Cameroun et de 40% pour ce qui est des matchs de toutes les autres équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, on court le risque d'avoir des stades qui ne seront forcément pas remplis alors qu'à la base, on les voulait pleins? Oui, mais de toute façon, les matchs lors des éditions de Cannes, les stades ne sont pas toujours pleins à 100%. Même dans un pays comme le Cameroun, un pays dans un pays comme le Cameroun, ça dépend des matchs. C'est-à-dire, je veux dire qu'avec la curiosité pour certains d'aller voir les nouveaux stades qui sont construits, voilà, ils peuvent être là lors des premières journées, ils peuvent être là lors des matchs chocs. Je me souviens du match de Garoua, par exemple, où il y aura à Garoua où on aura un Égypte-Nigeria, très alléchant de ce côté. Voilà, il y aura les gens qui vont venir voir le match. Mais après, s'il faut que tu ailles regarder, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes-là encore, un Zimbabwe-Malawi du côté de Kwekong, si tu dis 60% aux gens, il faudra déjà qu'il y ait au moins 10% déjà du stade plein. Donc, oui, c'est vrai qu'on a une très grande culture de football, mais après, il faut dire que les contraintes économiques parfois, les contraintes parfois professionnelles font que les Camerounais, sanitaires aussi, font qu'à un moment, on est obligé de faire des choix. Et quand il faut faire des choix, tu privilégies certaines choses au détriment des autres. Et je vois mal les Camerounais sacrifier d'abord de l'argent, ensuite banaliser la peur du vaccin pour aller voir des matchs qui parfois n'ont pas de stars sur la pelouse. Et pour aller au stade, il faudrait d'abord avoir son ticket, mon cher Alain. Il faudrait d'abord entrer en possession de son ticket. Et nous avons appris via une correspondance du ministre des Sports au courant de la semaine que la billetterie était ouverte. Mais il y a eu cette enquête de nos confrères de la télévision nationale qui a été menée. Et nous apprenons que jusqu'à présent, les billets ne sont toujours pas en vente. On ne sait pas exactement ce qui se passe. En tout cas, je vous invite à écouter cet élément qui a été réalisé par nos confrères de la CRTV. Match-là, ils sont prêts à tout. Même la douleur de la piqûre n'a pas refroidi leur désir. C'est d'ailleurs muni de leur carnet de vaccination qu'ils se sont présentés devant les guichets. Dernière étape avant de sauter de joie. Mais la jubilation devra attendre. Pour l'instant, pas de ticket à l'horizon. On nous a fait comprendre que les billets seront en vente à partir de 16h. On a attendu 16h, 17h. Rien. Monsieur le maire nous a confirmé hier à 18h qu'on repasse le lendemain à 8h. Voyez-vous, il est 13h. Aucune information. Vraiment, nous sommes dépassés, nous sommes mécontents. Ils étaient pourtant revenus aujourd'hui pleins d'espoir après l'essai d'hier non concluant. Nous ne sommes toujours pas en position de billets. Pourtant, on nous fait comprendre que les billets sont là, les billets sont disponibles. Ils disent qu'il n'y a pas le réseau, tantôt le réseau est monté, descendu. Ils sont venus avec, après ils sont repartis.
partir encore avec. Une partie bien difficile pour ces fans des Lions qui devront jouer le match de la patience. Car oui, à 18h tapantes, les locaux de vente des billets étaient bien ouverts, mais les stars du moment bien absentes. La mine basse, on remballe nous aussi et on repart, croisant les doigts. Et oui, voilà donc cet élément qui nous est proposé, Alain, par nos confrères de la télévision nationale. On a envie de se demander, mais où sont les tickets jusqu'à présent? Si on nous a fait des assurances, on nous a donné des assurances que les tickets sont disponibles, que ce soit physiquement, que ce soit via la plateforme sur le net, mais jusqu'à présent, les Camerounais commencent à s'impatienter et les supporters des Lions Indomptables s'agacent. Alors, où sont passés les tickets? Je pense que monsieur Abel Mengue qui suit beaucoup ses foot, est la personne à nous indiquer à qui il faut poser cette question-là. C'est quand même le responsable de communication du COCAN. Moi, je suis un modeste journaliste, on me demande où sont passés les tickets. Je ne sais pas s'il faut que je fasse de la science sur ce dérive. Mais je sais quand même que si les tickets ne sont pas disponibles. Mais comment expliquer une situation pareille? Forcément, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Il y a 48 000 tickets qui doivent être mis en vente pour le match des Lions Indomptables qui se joue dans 72 heures. C'est vrai, 72 heures, les tickets, pour vendre 48 000 tickets, s'il y a des clients, ça peut se faire en 2 heures de temps. Mais il reste quand même que quand on a une grande institution comme la CAF et qu'on décide quand même d'une date, il faut être capable de la respecter. Quand on ne la respecte pas cette date-là, évidemment que ça jette un peu de discrédit à l'organisation. Mais je préfère. Mais ce qui est encore un plus intéressant dans cet élément que nos confrères nous proposent, Alain, c'est que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, rien n'est disponible. Donc on se pose des questions. Oui, mais ça fait partie des petits couacs qui ont souvent cours dans les compétitions internationales. C'est pas seulement au Cameroun que ça arrive. Dans beaucoup de pays dans le monde, il y a souvent eu des petits couacs de ce genre-là où on met quelque chose à une date et elle n'est disponible qu'à une autre date. Non, je crois que jusqu'ici l'organisation de cette CAN est pour moi une sorte de réussite quand même. On réussit à accueillir les délégations sans aucun incident. Les délégations rejoignent leurs différents sites sans aucun incident. Elles s'entraînent dans la tranquillité, dans de bonnes conditions. Elles sont bien logées, bien nourries, bien hébergées. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ce simple élément des tickets là non pour dire que c'est pas bon. Non, c'est vrai qu'au fond, d'un point de vue strictement formel, il faut respecter les engagements. Compréhension, on s'est engagé à donner les tickets aux gens à partir de mercredi. Il faut qu'ils soient disponibles mercredi. Mais s'ils ne sont pas encore là, ce sont que des tickets. On va les vendre. Ceux qui en ont besoin, on les auront forcément. Et c'est le plus important. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, dans cet élément, les Camerounais, malgré les conditions sanitaires qui leur sont imposées, sont quand même massivement sortis pour aller chercher les tickets d'accession au stade. Il faudra donc s'armer de patience et bien sûr rester surtout serein. Après, il faut que ces Camerounais soient vaccinés parce que si on va prendre des tickets alors qu'on n'est pas encore vacciné, ça pose problème. En fait, une des conditions même, je pense, pour avoir accès aux tickets, c'est de présenter ton passe sanitaire pour bien sûr pouvoir entrer en possession de son ticket. Donc, bonne chance à vous surtout, mais nous sommes ravis de vous savoir nombreux autour, bien sûr, des Lions Indomptables du Cameroun. Allez, on va évoquer le bal des arrivées au Cameroun avec, bien sûr, cette première équipe, le Sénégal, qui a atterri officiellement au Cameroun, ici du côté de Douala, avant de transiter pour Bafoussam, où la sélection nationale sénégalaise devra donc disputer ses rencontres. Ils ont bien été accueillis, ça c'est une certitude, et ils sont actuellement bien logés de leur côté, du côté, bien sûr, de Bafoussam. On va prendre cet élément que nous proposent nos confrères d'Africa News et juste après, on en reparle. Alors qu'ils s'apprêtent à se rendre au Cameroun où ils prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations de football, les Lions de la Teranga étaient invités au palais présidentiel à Dakar. But de la manœuvre, recevoir les consignes du président et le drapeau national, symbole de la mission confiée par l'État à ses représentants en terre camerounaise. Nous sommes honorés de recevoir de vos mains l'étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain. Nous allons au Cameroun avec notre implication et celle de la nation tout entière. Nous y allons avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne pour emprunter le jargon du football et nous reviendrons avec la fierté de la mission accomplie, Monsieur le Président. Finaliste malheureux en 2000 et en 2019, le Sénégal court toujours après sa première couronne continentale. Pour cette énième tentative, Macky Sall a la recette. Avec foi, détermination et courage,
faites de Cameroun 2021 le temps de la victoire pour le Sénégal. C'est-à-dire la plus belle page de l'histoire de la participation de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais pour y parvenir, il faudra commencer par sortir le grand jeu face au Zimbabwe, à la Guinée et au Malawi lors des matchs de groupe avant les étapes supérieures. Les Lions de la Teranga donc présents ici du côté de Cameroun. On a envie de se poser la question, ça fait quoi Alain quand un lion se retrouve dans la tanière de notre lion? Je ne sais pas trop ce que ça donne, je ne sais pas trop le choc que ça peut créer exactement, mais ce qu'il faut dire c'est que les Lions ou alors les Sénégalais sont là et comme en 2019, ils sont auréolés bien sûr de leur statut de grandissime favori, mais est-ce que sur le papier, sur le terrain, cette équipe a d'aujourd'hui de solides arguments pour prétendre à ce premier cercle continental sur de toute façon, je crois que c'est une équipe qui, sur ces 2 dernières éditions de CAN, a quand même progressé. Ils ont été éliminés face au Cameroun lors de la dernière, en 2017. Je crois que c'était en quart de finale. Ensuite, en 2019, ils ont perdu en finale. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite progression. Pas une petite, il y a une grande progression d'ailleurs dans cette équipe-là qui, entre 2017 et aujourd'hui, a quand même sensiblement le même effectif au niveau de ces joueurs. Donc, et le même entraîneur. Le même entraîneur aussi, surtout qui a depuis près de 10 ans déjà, passé d'abord adjoint et autrefois, il est devenu numéro 1 depuis plusieurs années déjà. Donc, c'est une équipe qui sera beaucoup à suivre dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a quand même des joueurs assez importants dans les buts. Tu as Edouard Mendy qui est quand même l'un des 2-3 meilleurs gardiens au monde aujourd'hui. Tu as Kalidou Koulibaly qui est l'un des 3-4 meilleurs défenseurs centraux au monde aujourd'hui. Tu as Sadio Mané qui est là. Tu as le Parisien Idrissa Gana Gueye. Voilà, Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain. Donc, ils sont nombreux comme ça, ces joueurs-là qui, à eux tout seuls, peuvent porter l'équipe. Mais après, il faut se dire que la CAN, c'est pas forcément le fait des constellations de stars qui permettent de gagner la compétition. Il faut avoir un groupe assez solide, un groupe avec un mental d'acier. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'ils avaient le devoir de progresser pour pouvoir atteindre leur objectif qui est de remporter la CAN. Et je me dis qu'avec les années qui sont accumulées, ils ont certainement acquis en maturité et le mental est devenu plus solide. D'ailleurs, il y a le président de la République, Macky Sall, qui est, d'après les dernières informations, annoncé au Cameroun pour le match d'ouverture de dimanche et qui devrait, si cela se confirme, rester pour le premier match du Sénégal du côté de Bafoussam. Donc c'est une pression supplémentaire. La ferveur et les attentes du public sénégalais sont assez nombreux parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est éternel favori, mais jamais au rendez-vous quand il faut remporter des titres. Donc, cette génération-là a l'avantage d'être talentueuse, elle a l'avantage d'avoir derrière elle le soutien de l'ensemble du peuple. Elle a aussi l'avantage de venir dans une terre de football qui est le Cameroun. Et voilà, pourquoi pas, ce serait peut-être de rendre. Je ne leur souhaite pas parce que vraiment pour moi, il faut que la CAN reste chez nous au Cameroun. Mais après. Mais jusqu'où les voyez-vous dans cette compétition? Alors, si vous voulez mon avis, je pense que le Sénégal a les moyens d'aller jusqu'en finale et même peut-être de la remporter parce que. Dans mon développement tout à l'heure, je vous disais que c'est une équipe qui a déjà une bonne colonne vertébrale avec des joueurs qui étaient déjà là lors des 2 dernières éditions de CAN. Donc peut-être Edouard Mendy n'était pas là, mais les autres étaient quand même là lors des 2 dernières éditions de CAN. Et ils ont l'avantage d'avoir acquis en maturité. Ils ont aussi l'avantage que le mental, du fait des grandes compétitions auxquelles certains de leurs joueurs ont participé à la Ligue des Champions, notamment avec les Mané, et les Gana Gueye, les Mendy aussi qui ont participé à la Ligue des Champions. Ils savent comment gérer le grand événement. C'est-à-dire qu'ils somberont plus dans, ils vont pas plancher émotionnellement lors des grands rendez-vous. Ils sauront comment gérer quels discours au plus jeunes pour aller le plus loin possible. Donc ils ont appris lors des années précédentes et je crois que cette année-ci ils sont là pour montrer qu'ils sont capables et pourquoi pas je les vois en finale et en finale parfois ça se joue à très peu de choses, pourquoi pas la remporter. Seront-ils au rendez-vous? Sport de Garoua. On va dire quoi? C'est un bon sparring partner pour les Super Eagles. Coton Sport, avant bien sûr d'entamer cette compétition, Alain.
Oui, c'est un match de rodage, c'est un match où l'entraîneur aura certainement des choses qu'il va chercher à voir. C'est un match où il va mettre ses joueurs un peu à l'épreuve aussi, en fonction des situations de jeu. Ça permet aux attaquants parfois de prendre la confiance. Maintenant, ça peut aussi plomber le moral. On peut le faire. Peut-on faire accrocher cette équipe nigérienne? Champion du Cameroun, je ne sais pas quoi donc il va se contenter de son enveloppe et rester. Voilà, et entraîner au maximum possible l'équipe du Nigeria parce que rien ne vous dit que Coton alignera son 11 équipe d'ailleurs. Rien ne vous le dit. Donc le Nigeria avait besoin d'un sparring partner pour pouvoir se préparer un peu. Ils avaient à côté de l'équipe du Coton Sport d'Europe qui vit dans la même ville que là où eux aussi sont logés actuellement. Donc c'était facile au niveau des conditions pour pouvoir disputer cette rencontre-là. Et voilà, ils vont le faire, ils vont jouer ce match-là pour revoir et régler les derniers petits détails dans l'équipe pour être au top. Parce qu'il faut dire que le Nigeria entre en compétition avec eux directement l'Égypte. Un grand match, un costaud pharaon. Une rencontre aux allures d'une finale. On va dire que cette formation nigériane est privée, bien sûr, de Victor Osimhen et de Gert Noror, limogé juste avant, bien sûr, le coup d'envoi de cette compétition. Et actuellement, c'est bien sûr Augustine Ngwavem qui assure l'intérim en attendant, bien sûr, la prise de fonction du sélectionneur qui est connu. Ça sera juste après la Coupe d'Afrique des Nations. Prenons les nouvelles du Maroc. Le Maroc de Vaïd Alilozic qui est également présent au Cameroun, à Yaoundé depuis quelques jours maintenant et qui peaufine bien sûr sa préparation de ce côté. Le Maroc, on va dire quoi? Il y a eu ces choix forts de Vaïd, c'est-à-dire se priver à la fois de Masraoui et de Ziyech. C'est des choix logiques, ce sont des choix logiques pour toi Alain, ou alors au cas où ça ne marche pas durant la Coupe d'Afrique des Nations, il le paiera notre ami Vaïd. Non, mais de toute façon, je crois que le sélectionneur fait avec les joueurs qui épousent sa philosophie, qui épousent sa façon de penser, sa façon de vouloir faire les choses. Si vous êtes star dans votre club, je prends l'exemple de Ziyech, c'est une star à Chelsea, c'est un grand joueur, c'est un très bon joueur et grand joueur. Après, il faut venir en sélection et être exemplaire dans le comportement, montrer qu'on a de l'envie, montrer qu'on est prêt à mouiller le maillot, montrer qu'on est prêt à mourir pour la nation. Si le sélectionneur se rend compte qu'il y a des joueurs qui n'épousent pas cette façon de penser-là, évidemment que dans des pays où les sélectionneurs ont des bras, les mains libres, ils ont le droit de dire que ce joueur, je n'en veux pas. Et aujourd'hui, c'est Ziyech et Mazraoui qui en font les frais. Tout ce qu'on peut souhaiter à Alilozic, c'est que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, évidemment, que les plus émotifs à Casablanca, les plus émotifs diront que voilà, machin, il a laissé ci, il a laissé ça. Mais après, le football, c'est une discipline qui demande de la discipline, qui demande que les joueurs soient tous impliqués, qu'ils soient tous motivés à défendre le même objectif. Si à un moment un joueur n'est plus dans ce créneau-là, évidemment qu'il va être mis à côté. Donc, pour chuter définitivement, je crois qu'on peut souhaiter que le meilleur à Vaïd avec cette équipe-là qu'il a choisi d'amener, avec des jeunes joueurs comme Soufiane Raimi, qui sera d'ailleurs là, qui était la coqueluche, le mec qui a fait beaucoup de mal au Cameroun lors du championnat d'Afrique des Nations. Voilà, c'est vrai qu'il ne part pas forcément avec un statut de titulaire, mais voilà, c'est déjà bien qu'il soit là et qu'il pourrait peut-être, pourquoi pas, avoir du temps de jeu et montrer de quoi il est capable pour qu'il gagne définitivement une place de titulaire dans cette équipe. Et parlant justement de ces joueurs qui épousent la philosophie de jeu de Vaïd Alilozic, il y a Saïs Diamen, le joueur de Wolverhampton, défenseur central, qui n'était pas arrivé au moment que le reste de l'effectif, mais qui a quand même rejoint l'équipe ici au Cameroun directement. Il s'est exprimé lors d'une séance d'entraînement. On l'écoute dans cet extrait. Déjà, je suis très content de rejoindre tout le monde parce qu'ils ont commencé déjà depuis le 27. Donc ça me fait plaisir de les revoir et de voir qu'ils sont en bonne santé, alhamdoulilah, qu'ils sont bien travaillés. Et maintenant, voilà, on est quasiment tout le groupe disponible. Donc il va falloir bien travailler les quelques jours qui nous restent avant le premier match pour bien commencer cette compétition. Je pense qu'on aurait voulu qu'ils soient présents ici. Je pense que ça va être un peu compliqué avec les restrictions. Mais voilà, on va faire en sorte de représenter au mieux notre pays
Voilà, c'est une fierté de venir ici tout le temps, de porter ce maillot. Et faut se donner à 200% à chaque match pour essayer d'aller les gagner. Et c'est comme ça qu'on fera une belle CAN et qu'on rendra tout le monde heureux. Alors, mon cher Alain, on a envie de se poser la question, mais jusqu'où peut aller ce Maroc de Vaïd, avec aujourd'hui, bien sûr, ce jeune défenseur-là, Saïs Gamen, qui évolue du côté de Wolverhampton. Tu évoquais tout à l'heure Raimi, qui était de l'expédition du championnat d'Afrique des Nations. Il y a également leur meilleur buteur, Kaïdi, qui fait partie, bien sûr, de cet effectif. Jusqu'où vois-tu cette équipe de Vaïd aller dans cette compétition? C'est une bonne équipe, c'est une belle équipe qui est logée, je crois, dans le groupe C, qui va évoluer du côté de Fandena. Voilà, il faudra déjà sortir des poules. C'est une poule assez. Même si à côté il y a le Ghana, il y a le Gabon, il y a les Comores. Voilà, il faut assez relever avec des sparring partners assez importants. Maintenant, après la phase de poule, tout va devenir possible parce que voilà, il suffit de marquer un but, de fermer la boîte derrière pour ne pas en encaisser et avancer d'un pas, deux pas, trois pas. Donc l'appétit viendra en mangeant, mais je ne doute pas de la valeur intrinsèque de cette équipe qui a quand même des éléments assez importants. Je pense que des garçons comme Hakimi, voilà, Bono, le gardien de but, le gardien de but qui est FC Séville, qui est assez important dans cette équipe-là. Donc, Youssef El Nesri aussi, l'attaquant du FC Séville. Ils ont beaucoup de joueurs comme ça, mais généralement pour le Maroc, parfois ça se joue au mental. On se souvient qu'ils ont recruté une fois Hervé Renard, qui était là un moment. On s'est dit qu'avec lui, il va apporter cette force mentale-là, mais ça n'a pas forcément marché. Maintenant, ils reviennent à la CAN encore. C'est au Cameroun, dans un pays qui a une forte tradition de football, avec une génération de certains joueurs qui ont quand même remporté le CHAN sur les terres camerounaises, qui auront à cœur de refaire cela avec la CAN. Bon, le seul mal que je puisse ne pas leur souhaiter, c'est qu'ils ne rencontrent pas le Cameroun. Parce qu'ils rencontrent le Cameroun, ça se passera plutôt très mal. Mais au fond, ils ont une équipe assez intéressante qui pourrait, pourquoi pas, briguer une place en demi-finale. Before Can, Halt et Fin, c'était la deuxième production de la semaine. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci à toute la grande équipe qui assure à la mise en onde et à la réalisation. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera précisément 19h sur votre chaîne CFoot. Restez en contact de nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, WhatsApp, peu importe où vous trouvez, peu importe le moyen avec lequel vous vous connectez. Consultez surtout notre site internet www.cfootmag.com. Quant à moi, je vous dis bye bye. Merci Alain d'avoir également été. Merci, à demain. À demain, bye bye. Au revoir, portez-vous bien.